Bonsoir à tout le monde, merci d'être présent à l'invitation du collectif de la gauche éco-socialiste d'Ille-et-Vilaine pour cette rencontre avec Hendrik Davy, ici à ma droite, député LFI des Bouches-du-Rhône, à l'occasion de la sortie de son livre « Le capital c'est nous, manifeste pour une justice sociale et écologique ». Nous recevons aussi Frédéric Mathieu, à l'autre bout de la table, député LFI d'Ille-et-Vilaine, lui aussi élu en 2022, qui débattra avec Hendrik en deuxième partie de la soirée. Un petit mot sur la GES 35, enfin la GES en général, qui est membre actif de la France Insoumise. La GES milite aussi un peu partout dans les luttes locales. Et ici à Rennes, samedi prochain par exemple, nous serons aux côtés de l'Interorga féministe contre les violences sexistes et sexuelles, et aux côtés aussi de la coordination initiée par l'association France-Palestine Solidarité, pour un cessez-le-feu immédiat. Et, précision importante, dans un rejet ferme à la fois de l'antisémitisme, de l'islamophobie et de tous les racismes. La soirée va donc se dérouler en 3 parties de 30 minutes. D'abord une présentation du livre et quelques questions à Hendrik, puis ensuite le débat, 30 minutes aussi, entre les deux députés, entre autres sur les questions stratégiques en vue de 2027. Et puis en dernier lieu, un temps d'échange avec le public. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voudrez. Donc le capital c'est nous. On l'a lu attentivement. Ce qui a justifié qu'on fasse cette réunion, c'est pas simplement que Hendrik Davy est un de nos camarades de la gauche éco-socialiste, c'est que ce bouquin ne nous est pas apparu comme un essai politique de plus. S'y déploie une pensée critique et systémique, originale et ambitieuse à plus d'un titre. Pour commencer, le livre est écrit à la première personne par un militant riche d'une expérience multiple. Syndicale à la CGT, politique ensuite, des Verts à la LCR puis à la France Insoumise. Ensuite, c'est l'ouvrage d'un chercheur en écologie qui se propose de mettre la méthode scientifique à contribution pour analyser le champ politique. Enfin, du nécessaire état des lieux du capitalisme contemporain en crise, que l'on pourra qualifier à minima de néolibéralisme autoritaire, jusqu'à l'horizon éco-socialiste comme proposition désirable, nous avons là, nous semble-t-il, un texte théorique doublé d'un guide pour l'action qui tente de trouver une issue de gauche et de rupture à la fois à la crise écologique, économique, sociale, politique et démocratique que nous vivons. Et si Hendrik nous montre la nécessité d'une bascule au niveau mondial pour rendre effective la bifurcation souhaitable, sa dernière partie insiste sur la situation française dans un contexte de montée du fascisme dont on voit semaine après semaine s'étendre l'acceptabilité et le blanchiment dans ce pays. La question stratégique est évidemment cruciale et elle fera, on l'a dit, l'objet du débat de seconde partie. Alors, quelques questions pour commencer à l'auteur. Au début de ton livre, page 17, Hendrik, tu écris « La contradiction entre la préservation de la planète et la société de consommation est le point de départ de toute ma réflexion. De là à ouvrir un aussi gros chantier d'écriture, quelle a été ta motivation pour passer à l'acte et en quoi la méthode scientifique se montre-t-elle selon toi pertinente pour renouveler le champ de l'analyse politique ?» Oui, merci en tout cas à toutes et tous et merci aux camarades rennais de m'avoir invité. Alors, avant de rentrer un petit peu, je pense, dans le cœur du sujet que tu me proposes, d'abord, je voudrais quand même dire qu'on vit une période un peu angoissante. On vit une période difficile. D'abord, il y a la guerre en Palestine et il y a aussi eu la guerre en Ukraine. En Palestine, on est à près de 14 000 morts à Gaza. En Ukraine, j'ai regardé parce qu'on n'en parle pas tellement, mais il y a presque eu plus de 200 000 morts. Et donc, on est dans une période de guerre. On est dans une période aussi de crise écologique, et je vais y rebondir juste après. Et puis aussi dans une période terrible d'un point de vue des crises sociales, avec des inégalités hallucinantes. Moi, je prends toujours l'exemple, alors je ne sais pas si vous l'avez déjà vu cet exemple, mais de LVMH, qui est la première fortune du monde, hein, donc 213 milliards, je crois, j'ai plus les chiffres sous les yeux. Et en fait, j'ai regardé combien ils avaient de salariés. Et parce qu'au cœur de mon livre, j'explique que toute la richesse accumulée vient du travail des salariés. Bon, ça, c'est la vieille maxime marxiste.
Et si vous divisez par le nombre de salariés, 190 000 salariés, s'ils redistribuaient à Noël, j'avais fait ça à Noël dernier, en fait, tous les salariés seraient millionnaires. Voilà. Donc je pense que le point de départ, c'est un peu le même que de beaucoup de gens. C'est-à-dire que d'abord, on est face à ces injustices et on est face à cette crise et on se dit comment est-ce possible et il faut réagir. Bon. Et alors en plus, il y a quelque chose l'histoire nous mord la nuque, puisqu'on a en plus une extrême droitisation de toute la société française et on voit bien que si on ne réagit pas, là, maintenant, en fait, on risque d'avoir quelque chose d'encore pire, c'est l'arrivée d'extrême droite au pouvoir. Avant-hier, ils ont gagné les élections législatives aux Pays-Bas. Dans la semaine, on a eu aussi la victoire de l'extrême droite en Argentine. Alors, le point de départ, en fait, de ma réflexion, moi, j'ai toujours été, depuis longtemps, je viens d'une famille communiste, donc assez anticapitaliste. Donc l'idée qu'il fallait sortir du capitalisme n'était pas quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que rajoute l'écologie à ça? Le point de départ, ça a été de se dire, j'ai travaillé pendant 20 ans sur l'effet des changements climatiques sur les forêts. Certes, il y a des injustices sociales et tout, mais là, en plus, on est en train de détruire la planète. Bon. Et il y a eu un moment, moi, une prise de conscience de me dire, en réalité, c'est pas possible de continuer comme ça. Et alors, sur la destruction de la planète, j'en parle beaucoup dans le livre, je ne sais pas si on y reviendra, mais il y a le changement climatique, évidemment, mais il y a surtout la 6e extinction de biodiversité. C'est encore plus vertigineux, en fait, de se dire qu'une grande partie des espèces sont en train de disparaître sans qu'on arrive à les connaître. Et en France, alors bien sûr, il y a des espèces dans les forêts tropicales, et ça, je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est tragique. Mais en France, c'est les oiseaux, c'est les insectes qui disparaissent de nos champs. Et ça, maintenant, on a les chiffres. On a bien documenté tout ça. Donc le point de départ, il est de dire qu'on a besoin, finalement, de trouver une solution à ça. Et pour ça, c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans la première partie, il faut en finir avec le capitalisme, le dépasser. Voilà. Et on a une raison de plus que les raisons qu'avait déjà énumérées Marx et d'autres avant lui. Donc ça, c'est le point de départ un peu de ma réflexion. Et pourquoi un livre? Et tu as dit scientifique, je n'ai pas utilisé la méthode scientifique. D'ailleurs, je crois que dans le préambule, j'explique que c'est bien sûr, c'est un scientifique qui écrit le livre. Je ne vais pas renier que j'ai été chercheur pendant 20 ans. Mais je ne crois pas qu'on puisse analyser la politique et proposer des solutions aux gens avec la méthode scientifique. Ce n'est pas ça mon pari. Mon pari, il est un peu différent. C'est le pari de la raison. D'autres utilisent l'émotion, très bien. Moi, je suis plus sur le pari de la raison et je suis en ça Orwell et Russell, qui sont vraiment deux philosophes, deux penseurs extrêmement importants pour moi. Et Orwell explique très bien dans ses écrits que pour lui, la vérité et la raison sont les deux alliés des classes dominées et des classes populaires. Et pour Russell, qui est un autre penseur socialiste et scientifique, un très grand scientifique, très grand logicien, la question de la rationalité est fondamentale. Et en fait, c'est pas voilà, la science est un allié en fait des classes populaires et des dominés, et parce qu'elle nous permet d'éclairer le chemin. Voilà. Et donc l'idée du livre, c'était à partir de cette prise de conscience au point de départ, de proposer un horizon écosocialiste. Et puis dans la 3e et la 4e partie, le plus difficile, c'est la stratégie. On en discutera après. Sur la question écologique, tu discutes notamment la notion d'effondrement. Que Pablo Servigne et Raphaël Stevens qualifiaient d'horizon de notre génération, début de son avenir. Donc cette discussion que tu fais de la notion d'effondrement, est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Alors on a invité il y a 2 ans Pablo Servigne à Marseille, c'était en tant que France Insoumise, on l'a invité, d'ailleurs il y a beaucoup de monde, c'était une réussite. Et du coup j'ai lu ses livres parce que comme on l'a invité, etc. Et j'ai été un peu gêné, bon, en tant que scientifique, là pour la peine. En tant que scientifique parce que je trouve que, en gros son livre notamment, Comment tout peut s'effondrer, en fait c'est une collation de beaucoup de choses qu'on peut trouver dans les articles, dans Nature notamment, et dans Science. Et c'est vrai que quand on fait la somme de tout ça, comme moi, on a l'impression qu'on est dans une crise écologique, qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir et que de toute façon la société va s'effondrer. Bon. Et il y a un tout petit problème, et j'en avais parlé, c'est qu'on a une logique communicationnelle dans la science qui fait qu'on a tendance, pour vendre les papiers, à survendre d'un point de vue communication les résultats. Bon, moi, j'ai déjà eu des cas d'un article qui a été publié dans Nature de collègues et c'est disait que 2/3 des forêts vont disparaître. Bon, je me souviens très bien de ce papier et d'avoir expliqué aux journalistes du Monde que c'était fallacieux, qu'on ne pouvait pas du tout dire avec la science d'aujourd'hui ce qui était dit dans le papier. Moi, quand j'ai vu ce livre, Comment tout peut s'effondrer, j'ai vu qu'il y avait... il y a bien sûr qu'on atteint les limites planétaires, la situation est dramatique, mais je trouvais qu'il noircissait le tableau sur certains aspects et ça me posait des problèmes d'un point de vue scientifique. Là, ce n'est pas l'homme politique qui parle, c'est le scientifique. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ça marche tant, en fait, ces théories de l'effondrement? Et ça marche beaucoup parce que finalement, il y a quelque chose d'inéluctable.
la société va s'effondrer, et il faut maintenant non pas se battre contre le capitalisme, etc., mais il faut préparer la société d'après-effondrement. Et en fait, d'un point de vue politique, c'est désarmant. Voilà. C'est désarmant. D'un point de vue scientifique, je ne suis pas convaincu. Je pense qu'on va avoir des effondrements d'écosystèmes, on va vivre dans des moments difficiles, mais en fait, il y a beaucoup de résilience, et j'en parle dans le livre, je crois que je peux en parler, notamment avec la forêt. Bon, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans sur les forêts du Ventoux. Le Mont Ventoux, il n'y avait pas un arbre à la fin du XXe siècle. Pas un arbre. Tout avait été rasé. Maintenant, c'est des forêts, des très belles forêts, replantées d'ailleurs. Parce qu'une discussion, pas de plantation, replantées, c'était l'arbre, c'était l'homme qui plantait des arbres. Vous connaissez l'histoire de Giono. Et ça a été replanté dans le cadre d'un programme de restauration des terrains des montagnes. Et en fait, on voit bien que les écosystèmes, si on aide, ça peut revenir, etc. Bon, il ne faut pas dépasser certains seuils, bien sûr. Donc la critique, évidemment, elle doit être ferme. Mais je crois que le côté millénariste de la société va s'effondrer, tout est foutu, c'est ça, contre ça que je voulais me battre. Voilà. Tu as dit, tu viens d'une famille communiste, et on voit bien en te lisant que tu t'inscris pleinement dans l'héritage de Marx et du marxisme contemporain. Il y a un certain nombre d'auteurs qui sont convoqués, Gramsci évidemment, Althusser, Poulantzas, beaucoup. Poulantzas sont là notamment sur la question de l'État. Tu convoques aussi d'autres gens dont on est un peu plus surpris de les voir. Je pense notamment à Kant pour la dimension éthique. Et puis l'existentialisme de Sartre aussi. Tu peux nous parler un petit peu de ça, comment ça vient s'agencer dans ta réflexion avec le reste? Alors, c'est assez ancien, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été gêné par le marxisme sur au moins un point, c'est qu'il y a une forme de marxisme qui aboutissait à une vision assez positiviste de l'histoire. Alors qu'est-ce que c'est le positivisme? Ça consiste à penser qu'il y a une direction dans l'histoire, et que cette direction, alors après, elle peut être mécanique ou pas, j'y reviendrai parce qu'il y a eu des débats chez les marxistes. Est-ce que le chemin est mécanique ou pas, etc. Ça fait des grands débats entre Lénine et Bernstein notamment. Mais globalement, tous les marxistes ont la même conception de l'histoire, il y a la socialisation en fait, des moyens de production à cause du caractère monopolistique du capitalisme, et il y a une augmentation de la classe ouvrière. Cette augmentation de la classe ouvrière va s'affronter à la bourgeoisie. Il y a une augmentation des moyens de production, et finalement le capitalisme est quelque chose qui entrave l'augmentation des moyens de production, et le sens de l'histoire, c'est le socialisme et le communisme. Voilà. Et ça me dérange profondément parce que ça élude finalement les choix politiques au sens noble du terme. C'est-à-dire les choix politiques, c'est comment collectivement, en fait, un groupe d'êtres humains décide de l'orientation de sa société. Voilà. Et ça, il y a un marxiste qui en parle beaucoup, il est décédé récemment et donc je voudrais lui rendre hommage, c'est Isaac Joshua, dans La Révolution selon Karl Marx, qui est le frère de notre camarade Sami Joshua. Et il explique que ça élude le politique. C'est-à-dire que ça élude la question politique. Et il y a en germe, bon après, c'est un long débat sur le stalinisme, mais il y a en germe quand même la dérive, on va dire, orthodoxe. La dérive que, bon, il y a un sens de l'histoire et finalement, il n'y a pas besoin de démocratie puisque finalement, ça va couler. Je ne citerai pas des camarades qui m'ont dit, mais finalement, la démocratie, des camarades à l'AFI, je ne dirais pas de quel courant, mais qui m'ont dit, moi, la démocratie, c'est ce qui est bon pour la classe ouvrière. Voilà. Ça, ce type de raisonnement-là, on l'a eu beaucoup dans le marxisme. Je vois qui c'est. Et me fait pas rire. Et sincèrement, je crois que ça ne va pas. Bon. Alors pourquoi Kant? Parce qu'une fois que tu dis qu'il n'y a pas de sens de l'histoire, au sens où on ne va pas forcément vers une société plus émancipée, on ne va pas forcément vers une société... on ne va pas forcément vers le socialisme, en fait. C'est socialisme ou barbarie, c'est socialisme ou fascisme. En fait, il y a plein de possibilités. Bon. Et donc ça veut dire que les rôles des forces politiques, on reprend tout notre rôle. C'est-à-dire que nous, on propose des choses. Nous, on propose l'écosocialisme, la règle verte, en tant que France insoumise. Bon, on le met sur la table et les citoyens décident, en fait. Bon, et donc, ça remet la démocratie au cœur du processus. Mais à un moment donné, se pose la question des valeurs au nom desquelles tu défends une société plus juste. C'est quelque chose que quand j'ai fait de la philosophie, ça vient de Yankelevitch et d'autres. C'est qu'à un moment donné, tu as des fondements moraux. Voilà. Et toutes les sociétés sont basées des fondements moraux. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit fiers des nôtres de fondements moraux. Nous, on est pour la justice sociale, on est pour la justice écologique. Alors, les 4 valeurs éthiques que je défends, c'est donc l'égalité, évidemment, la solidarité. Je n'ai pas voulu utiliser le terme de fraternité pour des raisons de lutte contre le patriarcat, mais c'est la solidarité. Ça, c'est ce qu'on a dans le triptyque liberté, égalité, fraternité. Mais comme tu l'as pu le voir, je n'utilise pas la liberté.
Je pense que la liberté est un concept qui me pose problème. Donc je préfère lui substituer le concept d'émancipation. Parce que on s'émancipe, l'idée c'est qu'on s'émancipe d'abord individuellement et collectivement, alors que la liberté finalement s'arrête toujours à la liberté d'autrui. Et le 4e point en termes de valeur éthique sur lequel j'essaie de reconstruire l'ensemble de l'édifice, c'est Gaïa, donc le fait de préserver l'environnement. Et pas mal de sociétés en fait, humaines avaient ça dans leur valeur éthique. Moi j'ai quand même beaucoup regardé ce qu'ont écrit les anthropologues comme... et en gros, il raconte ça, il montre que dans certaines sociétés, l'imaginaire permet de respecter l'environnement. Donc c'est ça aussi que j'essaie de récupérer avec ce concept-là. Et alors, évidemment, du coup, tout ça est très cohérent avec la critique que Sartre fait du marxisme, dans ses ouvrages majeurs, qui notamment critique de la raison dialectique, où il critique le stalinisme, il critique tout ça avec à peu près la même approche. Et finalement, moi, j'ai d'abord découvert Sartre avant de découvrir en fait le marxisme. L'idée qu'on construit soi-même, on se construit par notre existence, au fur et à mesure de notre existence et de nos luttes, et que collectivement on se construit aussi de cette manière. Moi, ça me paraît être très juste en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que ça paraît peut-être étonnant. Alors Kant, pourquoi ? Parce que il y a des tas d'autres raisons à Kant. Mais un des problèmes, c'est que du coup, Marx et Hegel sont il y a un moment donné, finalement, leur matérialisme a éludé cette question éthique. Voilà. D'où le retour à une case d'avant qui est Kant. Voilà. Okay. Tu viens d'aborder la question de la liberté, là, et de mémoire, comme ça, dans la lecture du livre. Tu dis, la liberté, je ne retiens pas ça, ou c'est pas possible, parce qu'elle suppose l'indépendance. Or, on est en interdépendance. Tu peux développer ça un petit peu ? L'idée, en fait, la liberté est d'ailleurs le concept phare des néolibéraux, c'est-à-dire que nous sommes libres, et en fait c'est la liberté de commercer surtout. Et en réalité, les sociétés humaines, et ça, s'il y a bien une nature de l'homme et de la société humaine, c'est d'être en interdépendance. C'est ce que montrent tous les anthropologues, c'est-à-dire qu'un homme seul, en fait, il n'arrive pas vraiment à être pleinement humain. Enfin, toutes les expériences ont montré que ça. Donc, globalement, le travail en société, le travail en communauté, c'est le point de départ en fait des sociétés humaines. Et donc, on est forcément interdépendant, mais on est aussi interdépendant avec la nature. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre sans les ressources naturelles, sans les animaux, sans les végétaux. Et donc, on est dans la relation. Et donc, du coup, l'idée de liberté, alors, je ne dis pas, ça reste une valeur forte, mais elle me pose problème parce que c'est la liberté de faire quoi ? Elle est forcément bornée par la liberté des autres. Du coup, l'idée d'émancipation, encore une fois, permet de construire un concept progressif, existentialiste, pour la peine, où on essaye les uns collectivement de s'émanciper, mais notre émancipation ne doit pas se faire au détriment de l'émancipation du voisin. Et du coup, voilà, c'était pour ça que j'ai essayé de creuser ce sillon, en fait, qui vient aussi d'une critique de Nietzsche, parce que moi, j'ai beaucoup lu Nietzsche, et à un moment donné, il y a d'autres personnes qui ont essayé de fonder les valeurs morales sur la volonté de puissance, voilà, ce genre de choses, et ça aboutit à l'extrême droite, qu'on le veuille ou non. Merci, ça fait un petit point de jonction avec la question suivante. Tu as abordé tout à l'heure, en gros, la remontée des guerres, l'Ukraine, la Palestine, mais bon, on pourrait citer aussi le Yémen, le Haut-Karabakh, le Kurdistan, etc. Et c'est vraiment ce sont des guerres totales, c'est-à-dire que la population est victime, encore plus qu'autrefois, de ce type de guerre. Et je pense que c'est important de répéter que ce ne sont pas des guerres de civilisation, mais des guerres de territoire. C'est-à-dire des guerres coloniales où il s'agit de s'approprier des terres, il s'agit de s'approprier des ressources naturelles, de contrôler des approvisionnements, avec tout le cortège de massacres, comme on peut le voir en ce moment à Gaza, mais peut-être aussi en Cisjordanie, les déplacements de population, le parquage, les assignations à résidence, etc. etc. La France insoumise est assez stigmatisée et vilipendée depuis un mois à cause de tout ça. Est-ce que tu peux repréciser, puisqu'on parlait de morale, quelles sont nos valeurs à la France insoumise ? D'abord, tu l'as dit, les conflits, avant de parler de valeurs, je crois que le rôle qu'on a, nous, en tant que révolutionnaires, mais aussi en tant que militants, en général aujourd'hui de gauche, c'est de rappeler quels sont les enjeux politiques,
qu'est-ce qui se passe en fait en Palestine depuis maintenant 50, 60, 70 ans, même 70 ans, et de rappeler les enjeux géopolitiques plus larges. Moi, de manière un peu, je vais être provoquant, mais pourquoi Israël est soutenu, si on veut faire le lien avec le reste de la discussion, pourquoi Israël est soutenu par les États-Unis depuis longtemps? Parce qu'il y a le pétrole et le gaz dans la région. Bon. Et donc ça, il faut commencer par le rappeler. Il y a ça qui est quand même derrière les enjeux géopolitiques. C'est pas juste un conflit entre le Hamas et Israël, parce qu'il y a des gens qui fournissent les armes, il y a des gens qui soutiennent tout ça. Voilà. Il y a la place de l'Arabie Saoudite dans la région. Donc je pense que déjà, ça, c'est important de rappeler ça. De rappeler aussi d'un point de vue, cette fois-ci, de nos valeurs, qu'on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et donc, on est pour que les Palestiniens aient leurs terres, voilà, et puissent vivre dignement. Et donc, il n'y a pas de paix juste et durable. Et ça, je crois qu'on est tous et toutes à le dire, sans fin de la situation d'apartheid, notamment en Cisjordanie, mais aussi en Israël, en fait, un début de situation d'apartheid en Israël même, vis-à-vis des citoyens arabes. On est contre, et on pense qu'il faut aussi en finir avec le blocus de Gaza, en finir avec cette situation qui est catastrophique depuis des années. Et donc ça, moi, c'est ce que je continue, je répétais en permanence. Bon. Néanmoins, je l'ai dit, c'est-à-dire que une fois qu'on a dit ça, qu'on décrypte bien qu'on est dans une situation coloniale, très clairement, il faut dire aussi que cette situation coloniale, elle est particulière. Et ça, certains nous l'ont rappelé. C'est-à-dire, il faut quand même dire que quand il y a un colo, normalement, quand il y avait des Français en Algérie, la réponse, c'était les Français rentrent chez eux. Là, je vous ferai quand même remarquer qu'on ne peut pas complètement dire aux Juifs d'Israël « rentrez chez vous ». Voilà, c'est pas possible. Donc ça nous amène aussi à ce qu'a fait le Hamas, forcément. Et les objectifs politiques du Hamas. C'est-à-dire que ce qu'a fait le Hamas, et là ils ont changé quand même de stratégie, c'était, pour moi, je l'ai dit, c'est des attaques terroristes, et donc on doit condamner, et qu'on devait très clairement, et qu'on a d'ailleurs très clairement condamné dans le groupe parlementaire, et qu'on a un problème politique, si on veut avoir la paix, à la fois avec Netanyahou, parce qu'il ne veut pas finalement en finir avec l'injustice en Palestine, mais on a aussi un problème avec le Hamas qui jusqu'à encore récemment voulait la destruction de l'État d'Israël. Voilà. Et donc il faut le poser politiquement, voilà, si tu veux revenir là-dessus. Mais juste par rapport à ce que je dis dans le livre sur ces questions-là, tu as dit qu'il y avait des enjeux économiques. Moi je pense qu'il y a toujours des enjeux économiques, mais je rappelle dans le livre quand même que la guerre est aussi un enjeu de politique intérieure, et que les deux se mélangent souvent. Et ça permettrait de faire le lien avec d'autres questions, mais pourquoi les gouvernements font des guerres? Ils font des guerres pour s'approprier des ressources, ils font des guerres pour pouvoir faire en sorte que leurs entreprises exportent leurs marchandises. Bon, ça, c'est la théorie de l'impérialisme de Lénine. Mais ils font aussi des guerres pour souder la population. Et parfois, même, c'est le principal objectif. C'est-à-dire, quand on a un problème extérieur, on fait monter le nationalisme et on fait une guerre, parce que ça permet à la classe dominante de souder en fait les classes sociales derrière elle. Voilà. Donc ces objectifs en fait politiques se mélangent avec des objectifs, on va dire, purement économiques. Mais dans mon livre, j'essaie de sortir de cette vision purement économiciste de la guerre telle qu'elle était vue par une certaine tradition, on va dire, marxiste, qui ramène tout finalement à juste des histoires de marchandises, d'appropriation. Voilà. Je crois qu'il y a d'autres choses par moment. Ça ne veut pas dire qu'il y a une guerre de civilisation, hein. Mais il y a justement, il y a d'autres choses. Et là, la guerre de civilisation, c'est vraiment l'outil pour les classes dominantes face à un moment populiste que je décris dans le livre, c'est-à-dire un moment où ils sont fragilisés pour refaire bloc avec un nouveau bouc émissaire qui est le terroriste, qui est le musulman, depuis 2001. Voilà. Dans ce qui est en train de se passer, on a l'impression qu'il y a un grand absent, c'est la solidarité internationaliste. On en a parlé un petit peu off tout à l'heure. Dans ton bouquin aussi, on voit bien que c'est une préoccupation. Cette absence-là, ce manque-là en ce moment, qu'est-ce qui serait susceptible pour toi de relancer une solidarité internationaliste? Alors, la question internationale, elle est à la fois... souvent, moi je dis, bon, il n'y aura pas de révolution dans un seul pays, hein, je reste très trotskiste là-dessus. Donc la révolution sera internationale ou elle ne sera pas. Et avant de répondre à ta question, souvent les gens me disent, bon, oui, mais de toute façon, c'est impossible. Alors, je commence par rappeler qu'en réalité, quand il y a des mouvements, avant des mouvements de solidarité, des mouvements révolutionnaires, en général, ils traversent la planète sans vraiment qu'on aide à la contagion. Alors je rappelle dans le livre, mais il y a la période de 1830, la période de 1870, même la période de 1789 avant. Il y a la période de 1968. Les plus jeunes ne savent peut-être pas qu'il y a eu un 1968 au Japon, en Corée, voilà, en Allemagne on le sait, aux États-Unis on le sait, etc. Et 1968 en plus, il y avait les deux blocs qui étaient déstabilisés. Donc voilà. Et moi j'ai pris conscience de ça
Un jour, quand j'étais dans une mobilisation et je voyais des Coréens qui me parlent des grandes grèves qu'ils sont en train de faire en Corée, c'était en 96, et je dis ah ouais. Il me dit c'est grâce à vous. Je dis mais quoi, c'est grâce à nous? Il me dit bah si, on a vu à la télé les grandes grèves de 95. Voilà. Donc ça, je pense que d'abord, il faut reprendre espoir en ça, et même dans la période récente, hein, les printemps arabes, les occupations des places des indignés, enfin tout ça, en fait, dialogue. Les gens regardent, tout ça dialogue. Bon. Donc effectivement, je pense que ça, il faut avoir de l'espoir parce que quand ça commence à basculer, ça bascule partout dans le monde. Bon. Après, pour la solidarité internationale, oui, je pense que le mouvement internationaliste est plus fragile qu'à une époque. Bon. Sur la solidarité, j'ai du mal à voir qu'est-ce qu'il faudrait faire. Par contre, je parle à la toute fin du livre du nouvel internationalisme. Ça serait peut-être trop long de développer tous les éléments, mais d'abord, je pense qu'il faut partir de l'existant et de voir qu'est-ce qui a échoué dans l'existant. Bon. Et l'existant, c'est le mouvement altermondialiste avec les forums sociaux européens et les forums sociaux mondiaux. Et ce que j'explique dans le livre, c'est que, j'en ai beaucoup discuté avec Christophe Aguiton, l'erreur qui a été faite dans les mouvements altermondialistes, c'est de mélanger à la fois des États, parce qu'à un moment, le Brésil, finalement, a basculé à gauche, et des mouvements sociaux. Et j'explique qu'il faudra, si nous on arrive au pouvoir, parce que je suis très optimiste dans le livre, je dis en 2027 on arrive au pouvoir et qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu. Si on arrive au pouvoir, il faudra trouver des États alliés, ça peut être le Brésil, peut-être d'autres, voilà. Mais il faut dissocier ça de la reconstruction d'une internationale, en fait, des peuples et des mouvements sociaux. Avant des peuples, c'est surtout des mouvements sociaux. Bon. Et pourquoi? Parce que si on mélange les deux, c'est ce qui s'est passé dans le Forum social mondial, en fait, vous mettez ensemble des gens qui luttent les uns contre les autres. Vous mettez des paysans sans terre, je vais faire la caricature, avec le gouvernement brésilien, qui à l'époque s'attaquer aux paysans sans terre. Hein. Et c'est ça, une partie de ça qui a causé les difficultés des forums sociaux mondiaux. Il y en a encore eu un récemment au Mexique. Moi, je pense qu'il faut repartir là-dessus. Et puis après, sur les questions plus spécifiques du mouvement anti-guerre, etc., il faut qu'on arrive à retisser en fait, les liens internationaux, autant se faire que possible. Et là, il faut reconnaître effectivement qu'on se retrouve dans une situation qui à bien des égards ressemble au XIXe siècle. Hein. On est obligé de recommencer le travail qu'avaient fait nos anciens sur la première internationale et peut-être sur des bases plus saines que ce qui s'est passé avec les autres internationales. Voilà. Tu viens de parler de mouvements sociaux, on va revenir un petit peu dans le cadre français là. Et pour terminer, je vais peut-être aller te chercher sur quelque chose qui n'est pas dans le livre. Hein. Pour l'instant, on a parlé de tout ce qui était et on a loin d'épuiser la question. Hein. Donc j'invite vraiment à aller le lire, hein, c'est passionnant. Donc je vais aller te chercher sur quelque chose qui n'y est pas, c'est-à-dire j'ai eu beau chercher, tu ne parles jamais tu ne prononces jamais le nom des soulèvements de la Terre. J'ai envie de savoir pourquoi. Et en allant parcourir ta bibliographie, on s'aperçoit qu'on ne trouve pas non plus certains noms comme celui de Frantz Fanon, celui d'Aimé Césaire, celui peut-être plus proche de nous de Françoise Vergès, etc. Et du coup, lorsqu'on s'aperçoit qu'en France actuellement, enfin les soulèvements de la Terre, d'une part, ils s'attaquent par leurs actions de désarmement à ce que David Harvey avait appelé la vitesse de circulation du capital, hein, en le ralentissant, peut-être de manière juste symbolique, mais tout de même. Et puis les liens qui sont en train de se faire de plus en plus entre ce mouvement, cette écologie politique blanche entre guillemets au départ, hein, de classe moyenne et supérieure, des jonctions qui sont en train de se faire avec des collectifs de pensée décoloniale. On en a un à Rennes en particulier, dans le quartier de Morpa, et cette jonction qui est en train de se faire me paraît tout à fait intéressante et rentre dans le cadre des luttes des mouvements sociaux. Alors tu développes beaucoup la question des partis, des syndicats, on comprend bien pourquoi dans ta pensée. Pourquoi ces deux choses-là sont absentes de ton travail? Alors, un truc que tu n'as pas dit, c'est que ce livre, ça fait un bout de temps que je l'écris, et que la partie qui parle de ça, en fait, hein, qui parle de l'articulation entre les mouvements sociaux, les syndicats, les partis et les associations, je cite les associations en général, cette partie-là est issue en fait d'un article dans Contretemps de 2016 ou 2017. Voilà. Donc j'ai repris les choses, mais effectivement je n'ai pas intégré, pour la partie soulèvement de la Terre, je n'ai pas intégré les soulèvements de la Terre, mais je n'ai pas non plus totalement intégré, j'étais très sur les AMAP et Alternativa, tu vois, mais c'est conjoncturel. Bon. Alors pour répondre à ta question, il y a plusieurs dimensions. D'abord il y a la dimension, le pouvoir d'agir en fait des sociétés, en tant que telles, sans les syndicats, sans les partis. Bon, je suis complètement d'accord avec toi.
Je pense que, vu mon parcours, j'en ai peut-être moins parlé parce que je connais moins bien. Parce que j'ai moins été un militant associatif. Je connais un peu Alternativa, bien les AMAP, mais le reste, je ne connais pas, ou peu. Voilà. Donc c'est pour ça que j'en parle pas, mais néanmoins, pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental parce que je crois à la révolution permanente, donc ça veut dire qu'on aura toujours besoin de plus d'autogestion, de plus d'auto-organisation des salariés, des citoyens. Et donc tout ce qui peut aller vers ça, je suis pour. Voilà. Donc ça, c'est mon point de vue là-dessus. Donc voilà, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Après, il y a la question des associations et de leur capacité stratégique, soit à organiser le territoire, tu vois. Il y a des tas d'associations qui ont un pouvoir, mais y compris en termes d'imaginaire, enfin, de faire des choses extraordinaires. Moi, les AMAP, je vous jure, hein, c'est un truc magnifique. Enfin, c'est le paysan qui est directement avec le consommateur. Enfin, ça recrée, et ça marche. Dans le Sud-Est, nous, ça marche beaucoup, quoi. Donc, il y a ça. Et puis, il y a ceux qui ont un rôle, on va dire, stratégique, qui est de s'affronter avec le capitalisme. Donc là, tu peux avoir Extinction Rébellion, les ZAD, etc. Moi, je pense qu'elles ont toute leur place, mais ce n'est pas sur le côté stratégique, c'est-à-dire de s'affronter avec l'État et à la façon dont ils s'affrontent avec l'État, ce n'est pas ma priorité stratégique. Ce n'est pas ma place, maintenant je suis député, mais ce n'est pas ma priorité non plus. C'est important ce qu'ils font, encore une fois. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est super important. Mais en même temps, si on croit que c'est comme ça qu'on s'en sortira, et uniquement comme ça, et des fois certains pensent que c'est comme ça parce qu'il faut aller très vite, ça a le même défaut que les anarcho-syndicalistes du 19e siècle. C'est trop long de débattre de ça, mais il y a une idée comme ça que par des actions coup de poing, etc., on va abattre en fait l'État capitaliste. Ça, j'y crois pas du tout. Et ça élude la question du pouvoir central et du rôle que nous, on peut avoir en tant que députés et nous, en tant que force politique, de prendre le pouvoir. Moi, je suis très léniniste là-dessus. Il faut prendre le pouvoir central à un moment donné. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas un rôle central aussi, enfin important aussi. Mais pour moi, ce n'est pas le rôle le plus important. Sur l'autre partie de la question, alors là, c'est bizarre parce que Frantz Fanon, pour la peine, c'est une référence, Les Damnés de la Terre. Audre Lorde, James Baldwin, pour moi, c'est fondamental. La question du racisme est centrale, je pense, en partie dans le livre. Tu ne les retrouves pas dans les références parce que peut-être tu n'as pas toutes les références. Enfin, tout n'est pas en référence, c'est ça que je veux dire, c'est que j'ai pas... voilà. Mais la question du racisme, du colonialisme et de comment ça structure la société, je crois que pour moi c'est central et je le dis vraiment dans le bouquin. Et là où tu as quelque chose qui est très juste dans ce que tu dis, c'est que moi ce qui me donne beaucoup d'espoir, et on en a discuté tout à l'heure, c'est que l'intersection entre ces luttes-là, ça, c'est très important politiquement parce que c'est porteur d'anticapitalisme. Parce que c'est une prise de... Quand on est à la fois, on lutte contre le patriarcat, contre le racisme et contre le productivisme, il y a une conscience anticapitaliste qui émerge de tout ça. Et ça, moi, là je trouve que la jeunesse actuelle, elle est beaucoup plus consciente que quand moi j'étais jeune de la nécessité de changer globalement le système. Et donc ça, c'est extrêmement positif. Ce que tu es en train de dire sur les luttes à la fois anticoloniales et en même temps écologiques, qu'elles arrivent à faire la jonction, c'est très bon pour l'avenir, ça c'est sûr. Voilà.